Bonjour, ce qu'on va voir maintenant, sujet de bac, toujours Polynésie, mai 2022, et c'est le 6 mai 2022, il y a deux épreuves, le 5 et le 6, en fonction des spécialités de chacun, et donc celle-là, c'est celle du 6. On va se consacrer à l'exercice 4, qui concerne la géométrie dans l'espace, et qui va nous faire rappeler des volumes de tétraèdres, etc., équation cartésienne de plan, représentation paramétrique de droite, voilà, toutes ces notions-là qui sont à votre programme. On y va. Allez, on y va. Exercice 4, géométrie dans l'espace. On considère un cube ABCDEFGH d'arête de longueur 1. L'espace est muni d'un repère orthonormé. Très important, les repères orthonormés, c'est ce qui nous permet d'appliquer les formules analytiques du produit scalaire. Donc voilà, la formule que vous utilisez le plus souvent ne fonctionne que dans les repères orthonormés. Donc voilà, très important. Le point I est le milieu du segment EF, K est le centre du carré ADHE, O est le milieu du segment AG. Voilà. Du coup, on avance. Le but de l'exercice, c'est de calculer de deux manières différentes la distance du point B au plan AIG. Voilà, donc le point B qui est là, le plan AIG qui est là. Alors vous avez peut-être la sensation que ça ressemble pas trop à un cube, c'est juste parce que c'est une histoire de perspective, tout ça. Donc c'est quand on a un certain point de vue. Mais donc A, B, C, D, E, F, G, H, eh bien il nous est dit dans l'énoncé que c'est un cube, donc voilà, on le prend tel quel. Première méthode, donner sans justification les coordonnées des points A, B et G. Alors, tout d'abord, quand on vous demande de déterminer des coordonnées de points, quelque chose de très important, c'est le repère dans lequel on vous demande ces coordonnées. Puisque l'ordre des vecteurs ici dans le repère, donc là vous avez l'origine et là vous avez la base qui est choisie, et bien dans cette base ici, l'ordre des vecteurs est très important, c'est ce qui va définir l'abscisse, l'ordonnée et la cote. Donc c'est ce qui va dire dans quel ordre vous mettez les coordonnées des points que vous allez considérer. Alors par exemple, pour démarrer, le premier point dont on vous parle, c'est le point A. Le point A, il se trouve que, alors il se situe ici, c'est l'origine du repère. Donc l'origine d'un repère, dans ce repère-là, a toujours comme coordonnées 0, 0, 0. Donc on peut déjà dire que A a pour coordonnées 0, 0, 0, comme n'importe quelle origine de repère. Ensuite, on nous demande les coordonnées du point B. Alors le point B, vous voyez ici, donc l'origine c'est A. Le point B ici, donc il se trouve, c'est le translaté du point A par le vecteur AB, donc ici. Donc le point B, en réalité, va avoir comme coordonnées 1 en abscisse, et puis on est déjà sur le point B, donc en fait 0 en ordonnée et 0 en cote. Donc B va avoir comme coordonnées 1, 0, 0. Et enfin, pour le point G, donc peut-être un petit peu plus difficile à déterminer, donc on se place à l'origine du repère et on regarde les déplacements qu'on doit faire selon les vecteurs AB, AD, AE. Selon AB, pour aller en G, je dois me déplacer selon AB, donc je prends une fois le vecteur AB. Ensuite, est-ce que je dois me déplacer selon AD? AD, c'est celui qui me permet d'aller ici en profondeur. Donc, une fois que je suis en B, oui, il faut que je me déplace de une fois AD pour arriver en C. Et est-ce que je dois me déplacer selon AE? AE, c'est celui qui me permet de monter d'un étage ici. Eh bien, oui, je dois me déplacer de une fois AE. Donc en fait, ici, je peux décomposer le vecteur AG en AB plus BC plus CG, ce qui revient à faire AB plus le vecteur AD plus le vecteur AE. Donc en fait, j'ai besoin de une fois AB, une fois AD, une fois AE. Donc les coordonnées de G vont être 1, 1, 1. 1 en abscisse, 1 en ordonnée, 1 en cote. Ensuite, on nous dit, on admet que les points I et K ont pour coordonnées, donc voilà, on nous les donne, ça nous évite de nous tromper au passage. Et donc, petit 2, démontrer que la droite BK est orthogonale au plan AIG. Alors, on n'a pas vraiment besoin d'observer la figure, le cube, pour répondre à cette question, puisque c'est une question beaucoup plus générale que ça. Vous avez une droite et vous voulez montrer qu'elle est orthogonale à un plan. Alors, le plan, il s'appelle AIG. Ça veut dire qu'il contient les points A, I, G. Et on veut montrer qu'il y a une droite qui s'appelle la droite BK, qui est orthogonale à ce plan. Voilà. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire orthogonale et comment on montre du coup qu'elle est orthogonale.
Pour montrer qu'une droite est orthogonale à un plan, eh bien en fait, il faut prendre un vecteur directeur ici de la droite BK. Alors comme la droite s'appelle BK, vous pouvez choisir un vecteur directeur qui est par exemple BK. Voilà. Donc plutôt que de prendre celui que je vous ai mis en rouge ici, eh bien nous, de manière un petit peu maligne, eh bien on va choisir le vecteur par exemple BK. On sait que puisque la droite s'appelle BK, eh bien on sait que le vecteur BK dirige bien la droite BK. Voilà. Le vecteur directeur BK, il va falloir montrer que en fait, il est orthogonal à deux vecteurs qui dirigent le plan AIG et qui ne sont pas collinéaires. Alors, comment avoir deux vecteurs qui sont dans le plan AIG? On sait que dans le plan AIG, déjà, il y a le point A, qu'il y a le point I et qu'il y a le point G. Voilà. Donc, ça veut dire que si je veux montrer que BK est orthogonal à deux vecteurs du plan AIG et non collinéaires, eh bien, je peux prendre AI et je peux prendre AG. Alors, les vecteurs AI et AG ne seront pas collinéaires puisque l'énoncé vous permet de définir un plan avec ces 3 points. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ils ne sont pas collinéaires, ces deux vecteurs. Donc, si vous arrivez à prouver que le vecteur BK est orthogonal à AI et que le vecteur BK est orthogonal à AG, eh bien, finalement, vous aurez démontré que le vecteur BK est orthogonal ici au plan AIG et que donc toute droite qui est dirigée par ce vecteur BK, en particulier la droite BK, eh bien, est une droite orthogonale au plan. Donc, la stratégie, c'est ça, c'est trouver les coordonnées du vecteur BK, trouver les coordonnées des vecteurs AI et AG, et de faire le produit scalaire de BK avec AI et de BK avec AG. C'est parti, donc on se place dans un repère, puisqu'on va parler de coordonnées, donc le repère, c'est toujours le même dans l'exercice, et donc, si je veux les coordonnées du vecteur BK, il faut que je trouve les coordonnées du point K, et que je lui retire les coordonnées du point B. Alors, les coordonnées du point K nous étaient données, vous savez, dans l'énoncé. Là, on vient de nous les donner, c'était ici. Donc, K, c'est 0, 1 demi, 1 demi. Et donc, je vais devoir retirer les coordonnées du point B. Le point B, on avait dit que ses coordonnées, c'était 1, 0, 0. Donc, finalement, eh bien, j'ai trouvé les coordonnées du vecteur BK qui valent 0, moins 1, moins 1. 1 demi moins 0, 1 demi, 1 demi moins 0, 1 demi. Donc finalement, j'ai les coordonnées du vecteur BK, donc ce fameux vecteur en rouge ici. Et maintenant, il va falloir que je trouve les coordonnées des vecteurs AI et AG. Alors vous n'êtes pas obligé de prendre AI et AG, vous pouvez très bien prendre GA et GI ou IG et IA. Voilà. Il en faut deux en tout cas qui ne soient pas collinéaires. Donc, pour connaître les coordonnées du vecteur AI, je vais retirer les coordonnées du point A aux coordonnées du point I. Les coordonnées du point I nous sont données dans l'énoncé, c'était ici 1 demi 0, 1. Donc, 1 demi 0, 1. Et on retire les coordonnées du point A. On avait vu que c'était 0 puisque A était l'origine du repère. Donc, finalement, on a AI qui a pour coordonnées les coordonnées de I. Donc, c'est tout à fait normal. 1 demi, 0 et 1. Enfin, on peut faire avec AG, on peut calculer les coordonnées du vecteur AG. Coordonnées de G moins coordonnées de A. Coordonnées de G, je vous rappelle, on les a trouvées dans la question précédente, on les a lues sur le graphique. Eh bien, c'était 1, 1, 1. On retire les coordonnées de A, on obtient donc 0, 0, 0. Et donc, ça nous donne que AG a pour coordonnées finalement les coordonnées de G, pareil, tout à fait logique, dans un repère d'origine A, que AG est pour coordonner les coordonnées du point G. Donc 1, 1, 1. Maintenant qu'on a toutes ces coordonnées, on va pouvoir calculer les produits scalaires de BK avec AI et de BK avec AG. Donc BK scalaire AI. On va utiliser la formule analytique du produit scalaire, c'est-à-dire celle avec les coordonnées, donc xx' plus yy' plus zz'. On a le droit de l'utiliser parce que le repère ici est orthonormé. Donc n'hésitez pas à rajouter dans le repère blablabla orthonormé. Très important. Sinon, la formule n'est pas vraie. BK scalaire AI. Donc je vais prendre les coordonnées du vecteur BK, je vais les multiplier respectivement par les coordonnées du vecteur AI et je vais additionner tout ça. Donc moins 1 fois 1 demi, moins 1 fois 1 demi, plus 1 demi fois
0. 1 demi fois 0. Plus 1 demi fois 1. 1 demi fois 1. Donc, moins 1 fois 1 demi, ça fait moins 1 demi. 1 demi fois 0, ça fait 0. Et 1 demi fois 1, ça fait 1 demi. Donc, moins 1 demi plus 1 demi, finalement, on a que ce produit scalaire est égal à 0. Donc, les vecteurs BK et AI sont orthogonaux. Ensuite, on peut calculer BK scalaire AG. C'est égal à, pareil, formule analytique, dans un repère orthonormé, tout va bien. Donc, BK scalaire AG, donc ça fait moins 1 fois 1, plus 1 demi fois 1, plus 1 demi fois 1. On obtient donc moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Ça fait 1 demi. Ça fait 1 demi. Donc 1 demi plus 1 demi, ça fait 1. Moins 1, cela donne 0. Donc finalement, BK est orthogonal aux vecteurs AI et AG. Donc ça, on peut le dire. BK est orthogonal à AI et AG. Alors vous pouvez enfoncer le clou en disant qu'ils ne sont pas collinaires. Comme ça, au moins, vous l'avez précisé une fois. Et on ne viendra pas vous embêter là-dessus. Donc, finalement, ça veut dire que BK est un vecteur qui est normal au plan AIG. Voilà qui est écrit. Et donc, si BK est normal au plan AIG, ça veut dire que la droite BK est orthogonale au plan AIG. Voilà, petite phrase de conclusion. Et on a du coup terminé cette question. On passe à la suivante. Donc, question 3, vérifier qu'une équation cartésienne du plan AIG est 2x moins y moins z égale 0. Donc, on nous demande de vérifier que le plan AIG a une équation cartésienne 2x moins y moins z égale 0. Alors là, on vous a donné ici une équation cartésienne du plan AIG, du coup. Alors les équations cartésiennes, soit on les trouve à la force de nos connaissances. Vous savez que pour trouver une équation cartésienne de plan, il faut connaître un vecteur normal au plan et il faut un point du plan. Donc normalement, vous êtes capable de trouver une équation cartésienne du plan AIG, puisque dans le plan AIG, vous savez qu'il y a le point A par exemple, mais vous pouvez aussi prendre le point I ou le point G, et vous avez un vecteur normal, puisqu'on a prouvé juste avant que le vecteur BK, finalement, c'était un vecteur qui était normal au plan AIG. Donc normalement, vous avez tout pour trouver une équation cartésienne du plan AIG, et vous en sortir. Donc vous ne trouverez peut-être pas forcément celle-là, vous en trouverez une, mais en la multipliant, celle que vous allez trouver par un nombre, si vous multipliez par le bon nombre, ça reviendra à retrouver cette équation ici qui sera équivalente à la vôtre. Bon, mais si on nous donne ici, on nous demande de vérifier que c'est une équation cartésienne du plan, une autre manière de faire pour éviter ça, ça va être de vérifier que chacun des points A, I et G vérifie l'équation. Si un point vérifie une équation de plan, c'est que le point appartient au plan. Donc finalement, si vous arrivez à prouver que les points A, I et G appartiennent au plan qui a cette équation cartésienne, puisque ici cette équation cartésienne correspond bien à un plan, maintenant, est-ce que c'est AIG? On ne sait pas, c'est ça qu'il faut vérifier. Donc si on arrive à prouver que les points A, I et G vérifient l'équation qui est là, ça veut dire que tous les points A, I et G sont dans le plan qui avait cette équation cartésienne, et donc ça veut dire que cette équation cartésienne est bien une équation cartésienne du plan AIG. Donc on peut commencer par le point A. Le point A pour coordonner 0, 0, 0 dans le repère qui est ici, donc je vais remplacer x, y et z par 0. Donc ça me donne 2 fois 0, moins 0, moins 0. Et donc la question c'est est-ce que c'est bien égal à 0 ? Eh bien oui, c'est bien égal à 0. 2 fois 0, 0, moins 0, ça donne bien 0. Donc ça veut dire que A appartient au plan qui a pour équation. Donc appartient au plan d'équation
2x moins y moins z égale 0. Donc voilà, ça j'aurais peut-être pu l'écrire à la fin, une fois que j'avais fait pour a, i et pour g. Bon, tant pis, j'ai décidé de le faire comme ça. Ensuite, le point i. Le point i, ben, on reprend l'énoncé. Dans l'énoncé, on nous donnait les coordonnées de ce fameux point i. C'était 1 demi 0, 1. 1 demi 0, 1. Et donc, on va regarder si ces coordonnées vérifient l'équation cartésienne. Donc, on va calculer 2 fois 1 demi moins 0 moins 1. Et ça, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, 2 fois 1 demi, ça vaut 1. Moins 0, moins 1, donc c'est bien égal à 0. Donc, je peux également écrire eh bien, que i appartient au plan d'équation 2x moins y moins z égale 0. Alors, attention, ce plan-là, on ne sait pas encore que c'est le plan AIG. Hein. Ne dites pas, donc, i appartient au plan AIG. Ce serait complètement absurde, hein, puisque forcément que le point i appartient au plan AIG. Mais donc, la question, c'est cette équation, est-ce que c'est celle du plan AIG? Donc, en tout cas, i appartient au plan qui a cette équation-là. Est-ce que c'est AIG? On ne le sait pas encore, mais bon. Voilà. On regarde maintenant avec G. G a pour coordonnées, on les avait trouvées en début d'exercice, c'était 1, 1, 1. Et donc, on regarde 2x moins y moins z quand x, y et z sont remplacés par 1. Donc, ça donne 2 fois 1, moins 1, moins 1. C'est égal à, donc 2 fois 1, ça fait 2, moins 1, ça vaut bien 0. Donc, ça veut dire que G appartient au plan d'équation 2x moins y moins z égale 0. Donc, finalement, on a les 3 points A, I et G qui appartiennent au plan qui a pour équation 2x moins y moins z égale 0. Ça veut dire que finalement, c'est le plan AIG qui a pour équation 2x moins y moins z égale 0. Donc, le plan d'équation 2x moins y moins z égale 0 est bien le plan AIG. Ensuite, on nous demande de donner une représentation paramétrique de la droite BK. Alors, petit rappel sur les représentations paramétriques. Pour trouver la représentation paramétrique d'une droite dans l'espace, eh bien, il faut que je connaisse un point de la droite. Alors là, ma droite, elle s'appelle BK, donc j'ai qu'à choisir le point B. Et il faut que je connaisse un vecteur directeur de cette droite. Alors, en général, quand vous avez une droite qui est définie par deux points qui appartiennent à la droite, typiquement BK, eh bien, ça veut dire que vous avez le point B et le point K qui sont sur la droite. Et donc, quand on dit qu'on a besoin d'un point et d'un vecteur directeur, le point, on a l'embarras du choix, soit on prend B, soit on prend K, mais le vecteur directeur, généralement, on va prendre directement le vecteur BK. Donc, en fait, nous, ce qu'il va falloir qu'on fasse, c'est qu'on commence par calculer les coordonnées du vecteur BK. Alors, on les avait déjà calculées dans l'exercice tout à l'heure, quand on montrait que BK était orthogonal au plan. Et donc, du coup, on va voir ça, on va avoir les coordonnées du point, et on va pouvoir trouver une représentation paramétrique de la droite BK. Alors, le vecteur BK qu'on avait déterminé tout à l'heure, eh bien, a pour coordonnées moins 1, 1 demi, 1 demi. Ce vecteur BK est un vecteur directeur de la droite BK. Voilà. Maintenant, il ne me reste plus qu'à choisir un point entre B et K pour faire mon point de référence pour ma représentation paramétrique. Alors, j'ai intérêt à choisir en général le point qui a les coordonnées les plus simples. On a le choix entre B qui a pour coordonnées 1, 0, 0 et K qui a pour coordonnées 0, 1 demi, 1 demi. Bon, je vais choisir plutôt B, les coordonnées 1, 0, 0. Donc au passage, j'en profite pour vous rappeler que les coordonnées d'un vecteur peuvent se noter en colonne ou en ligne. Mais par contre, les coordonnées d'un point, c'est obligatoirement en ligne. Donc B ici a pour coordonnées 1, 0, 0. Et ce point B appartient, on enfonce un petit peu des portes ouvertes, appartient à la droite BK. Forcément, puisque dans BK, il y a le nom B, donc le point B appartient à cette droite. Donc, finalement, je peux en déduire une représentation paramétrique. Donc, une représentation paramétrique de BK est, alors voilà, comment on construit une représentation paramétrique de droite? On commence par mettre X, Y et Z. Ensuite, on va mettre les coordonnées du point de référence qu'on a choisi pour notre représentation. Donc, nous, c'est le point B. Donc, 1, 0, 0. Et on va ajouter à ces coordonnées, on va ajouter
les coordonnées du vecteur directeur de la droite qui vont être chacune d'elles multipliées par le fameux paramètre que je vais appeler t moi ici. Donc par exemple, là il faudrait ajouter donc moins 1 fois t, 1 demi fois t et 1 demi fois t. D'accord, donc je répète, coordonnées du point de référence, coordonnées du vecteur directeur multiplié par t avec, on précise bien, t qui va balayer tout l'ensemble des réels. Alors ici, ça je peux peut-être l'écrire un petit peu mieux. Donc vous, n'hésitez pas à le réécrire un deuxième quand vous allez améliorer un petit peu l'écriture. Moi, mon tableau est relativement petit, donc je vais simplement modifier ici. Vous réécrivez, bien sûr. Donc 1 plus moins 1 fois t, en fait, c'est égal à 1 moins t. Donc ici, je peux remplacer par moins t. Ensuite, 0 plus 1 demi de t, finalement, ça fait juste 1 demi de t. Et ici, pareil, 0 plus 1 demi de t, finalement, ça fait simplement 1 demi de t. Voilà, pour une représentation paramétrique de la droite BK. Ça n'est pas la seule représentation paramétrique, puisque vous avez bien vu quand on l'a construite, eh bien, en fait, ce qu'on va voir à la fin ici, ça dépend du vecteur qu'on a choisi et du point de référence qu'on a choisi. Donc, en fait, une représentation paramétrique, c'est pour ça qu'on dit une, c'est parce qu'elle n'est pas unique. Il y en a une infinité, parce que dès que vous choisissez un nouveau point de la droite à la place du point B, vous en obtenez une nouvelle. Dès que vous choisissez un nouveau vecteur directeur à la place du vecteur BK, vous en avez une nouvelle. Alors, puisque les vecteurs directeurs, vous savez, c'est pareil, c'est pas unique. Si vous prenez par exemple 3 fois BK, ça nous donne un autre vecteur directeur. Voilà, tous les vecteurs collinéaires au vecteur BK sont des vecteurs directeurs. Donc il y a une infinité de vecteurs directeurs pour la droite BK. Donc ce qui nous donne aussi une infinité d'écritures possibles pour la représentation paramétrique. On passe à la suite. Alors, question 5, en déduire que le projeté orthogonal L du point B sur le plan AIG a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc, on nous demande de trouver les coordonnées d'un projeté orthogonal d'un point sur un plan. Alors, on va réfléchir à ce que c'est que le projeté orthogonal d'un point sur un plan. C'est vous avez un point et on va le projeter orthogonalement sur le plan qui est ici. Alors, nous, le plan dans l'exercice, c'est le plan AIG, et le point qu'on cherche à projeter, c'est le point B. Pour trouver son projeté orthogonal sur le plan, eh bien en réalité, par définition, il faut tracer la droite qui passe par le point B et qui est orthogonale au plan. Et l'intersection entre la droite qui passe par B, qui est orthogonale au plan, et le plan, eh bien c'est ça qu'on appelle le projeté orthogonal du point B sur le plan AIG. Donc en réalité, un projeté orthogonal n'est rien d'autre qu'un point d'intersection entre une droite et un plan. Alors la droite ici, on pourrait se demander, oui, mais qui est la droite qui passe par B, qui est orthogonale au plan AIG? On a déjà montré dans l'exercice que cette droite-là, finalement, c'était la droite BK, puisque la droite BK passe bien par B, et on a prouvé dans les questions précédentes que la droite BK était orthogonale au plan AIG. Donc en réalité, cette fameuse droite, c'est la droite BK. La droite BK, je vous rappelle qu'on en a déterminé une représentation paramétrique juste avant. Donc finalement, on cherche un point qui vérifie la représentation paramétrique de la droite BK et l'équation cartésienne du plan AIG. Donc en fait, je vais écrire un système d'équations où dedans, je vais mettre toutes les contraintes qu'on a sur ce point L. Et les contraintes qu'on a, c'est les coordonnées doivent vérifier la représentation paramétrique de la droite car il est sur la droite. Et les coordonnées doivent vérifier l'équation cartésienne du plan AIG qu'on a eu tout à l'heure, puisque le point L appartient au plan AIG. Donc j'ai tenu parole, j'ai fait le petit système dont je viens de parler. Donc je précise avant, pour que le correcteur comprenne ce que je fais, que L est le point d'intersection de la droite BK avec le plan AIG. Vous pouvez préciser car BK est orthogonal à AIG. Je vais le marquer d'ailleurs. Voilà, c'est rectifié. Donc, du coup, les coordonnées de L doivent vérifier ce système-là où j'ai mis les équations de la représentation paramétrique de BK et l'équation cartésienne qu'on avait pour le plan AIG. Ce système est donc équivalent
au système. Alors, normalement, vous n'êtes pas étranger à ce genre d'exercice. Le but, c'est donc de trouver x, y et z. On va utiliser la dernière équation qui contient du x, du y et du z, et on va substituer x, y et z par leur expression en fonction de t. Ce qui va faire que je vais obtenir une seule équation ici qui aura je vais obtenir une équation qui aura une seule inconnue, qui sera l'inconnue t. Donc, on y va. Alors, ce qui est un petit peu embêtant dans ce genre de questions, si on rédige de cette manière-là, c'est qu'on est obligé de recopier systématiquement. Si on veut marquer l'équivalence entre les systèmes, on est obligé de garder toutes les équations tout au long du calcul, ce qui peut être un peu embêtant, parce que vous voyez, il y a quelques étapes de calcul. Alors du coup, ça donne 2 fois x, mais x, on le substitue par 1 moins t. Ensuite, moins y, c'est 1 demi de t. Ensuite, moins z, c'est 1 demi de t, égale 0. C'est équivalent à... Alors, je continue en ligne, je vais faire quelque chose qu'on n'aime pas trop. Normalement, c'est soit vous faites tout en ligne, soit vous faites tout après en colonne. Moi, je vais mixer un peu des deux, je n'ai pas de place sur mon tableau. Donc, x égale 1 moins t, je recopie. Y égale 1 demi de t, z égale 1 demi de t. Et donc ici, je vais pouvoir commencer à calculer un petit peu. Alors, ça va me donner 2. Alors, si je veux aller un peu plus vite sur mon cahier, je peux aussi sauter quelques petites étapes. Donc, vous voyez ici, je peux être sur mon brouillon et me dire, bon, ça fait combien? Ça fait 2 fois 1, 2, moins 2 fois t, donc 2t. Là, j'ai moins 1 demi de t, moins 1 demi de t, donc en fait, ça fait moins 1t. Voilà, et donc je peux directement écrire que ça va donner 2 moins 3t égale 0. 2 moins 3t égale 0. Vous voyez, je mets des étapes, mais je mets des étapes dont on peut penser que je suis capable de faire tout ça d'un coup. Voilà, je ne vais pas non plus trop vite. Donc ça me permet en fait de passer quelques étapes de calcul et donc d'éviter de recopier à chaque fois les 3 premières équations qui peuvent m'embêter un peu. Là, c'est pareil, Donc ici, c'est équivalent à dire que, là, je vais devoir isoler t dans la dernière équation et comme ça, je pourrais remplacer dans celle d'avant et trouver x, y et z. Alors, je peux isoler t directement. Je me fais ma petite étape de calcul sur mon brouillon. Donc, ça veut dire que 2 est égal à 3t et donc que t vaut 2 tiers. Donc, du coup, je vais écrire ici que t vaut 2 tiers. Alors, je vais me décaler un petit peu. Donc, je fais ce que je vous ai dit qu'on n'aimait pas trop. Donc, t vaut 2 tiers. Et donc, je vais remplacer dans x, dans y et dans z. Donc, x vaut 1 moins 2 tiers. Y, c'est 1 demi de 2 tiers. Et z, c'est 1 demi de 2 tiers. Voilà, il me reste juste à faire les petits calculs ici. Donc, c'est équivalent à dire que x égale, donc 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers. Y, c'est 1 demi fois 2 tiers, donc je peux simplifier par 2, ça donne également 1 tiers. Et z vaut également 1 demi fois 2 tiers, c'est-à-dire 1 tiers. Je peux recopier encore t qui vaut 2 tiers. Voilà. Donc finalement, j'ai trouvé les coordonnées du point L qui vont être 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc ici, hop, je vais écrire en dessous. Donc L a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Donc on a trouvé les coordonnées du projeté orthogonal de B sur le plan AIG. Et donc on vérifie, on avait bien ça, que L est égal à 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Dernière question, déterminer la distance du point B au plan AIG. Donc question 6, on veut déterminer la distance d'un point à un plan. Alors toujours pareil, on s'interroge à savoir ce que ça veut dire. Donc j'ai un plan AIG, il y a un point B, on sait que son projeté orthogonal, en réalité, c'est le point L qui a pour coordonnées 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers.
Et en fait, la distance d'un point à un plan, eh bien, c'est tout simplement la distance qui est entre ce point et son propre projeté orthogonal. Donc finalement, la distance entre le point B et le plan AIG, c'est la distance BL. Donc il nous suffit de calculer la distance BL et on aura répondu à la question. Donc on l'écrit, la distance du point B au plan AIG est la distance BL. On va expliquer, on va dire car L est le projeté du point B sur le plan AIG, projeté orthogonal. Voilà, c'est écrit. Et donc maintenant, on va calculer la distance BL. Alors pour calculer la distance BL, comme on est dans un repère orthonormé, on a une formule pour calculer la distance. C'est que BL, c'est la racine carrée. Alors soit vous connaissez les coordonnées de BL en tant que vecteur, par exemple si c'est A, B, C. Dans ce cas-là, vous appliquez la formule A carré plus B carré plus C carré. Soit on ne connaît pas BL, on ne l'a pas encore calculé. Dans ce cas-là, en fait, on peut faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire on calcule les coordonnées de BL en faisant XL moins XB, YL moins YB, ZL moins ZB. Et après, donc XL moins XB prend la place de A, YL moins YB prend la place de B, et ZL moins ZB prend la place de C. Donc en fait, je peux directement écrire, plutôt que de passer par l'intermédiaire du vecteur, je peux directement écrire que c'est XL moins XB au carré, donc le fameux A carré, plus YL moins YB au carré, plus ZL moins ZB au carré. Et donc, je fais juste ce petit calcul-là et j'aurai la distance qui m'est demandée. Donc, c'est parti, c'est égal à la racine carrée de XL, YL, ZL, tout ça, c'est 1 tiers. C'est les coordonnées qu'on a trouvées. Coordonnées de B, je vous rappelle, c'est 1, 0, 0. Donc, ça fait 1 tiers moins 1, plus 1 tiers moins 0, plus 1 tiers moins 0 au carré. Voilà. Hop. Du coup, ça nous donne quoi? C'est égal à la racine carrée de... Alors, 1 tiers moins 1, c'est moins 2 tiers. Donc, moins 2 tiers au carré. Donc, moins 2 tiers au carré. Je peux peut-être faire le calcul. Donc, le moins va disparaître. Et donc, je vais avoir 2 tiers au carré, ce qui fait 4 neuvièmes. Donc 4 neuvièmes plus 1 tiers au carré, donc 1 au carré sur 3 au carré, donc 1 neuvième, plus, pareil, 1 neuvième. Hop. Donc au final, BL, la distance BL est égale à, hop, je décale un tout petit peu, c'est égal à la racine carrée de 4 neuvièmes plus 1 neuvième plus 1 neuvième, donc ça fait de 6 neuvièmes. Voilà. Et donc, ça, c'est égal à la racine carrée de 2 tiers, puisque 6 neuvièmes est égal à 2 tiers. Donc, finalement, BL, eh bien, c'est égal à la racine carrée de 2 tiers. Alors, ce n'est pas la seule écriture possible. Il y en a peut-être qui ont dit que ça donnait racine de 6 sur racine de 9 et que racine de 9 est égale à 3. Donc, si vous avez trouvé racine de 6 sur 3, c'est la même chose que racine de 2 tiers. Voilà. On a donc terminé la partie 1. On peut passer à la partie 2. Donc, deuxième méthode pour calculer cette distance. Eh bien, on rappelle que le volume V d'une pyramide est donné par la formule V égale 1 tiers de B fois H, avec B qui est l'aire d'une base de la pyramide et H c'est la hauteur associée à cette base. Justifier que le tétraèdre ABIG, dans le tétraèdre ABIG, GF est la hauteur relative à la base AIB. Alors, ce n'est pas forcément très simple à voir sur cette figure. Le fait que GF, finalement, est la hauteur du tétraèdre, issue de G, dans le tétraèdre ABIG. Alors,
même si ce n'est pas facile à voir, on va quand même pouvoir s'en sortir, puisqu'en réalité, faut se poser la question de ce que c'est qu'une hauteur dans un tétraèdre. Alors, je sors un petit peu de l'exercice pour parler de cette notion de hauteur dans un tétraèdre. Alors, bien sûr, la hauteur, c'est issu d'un sommet, et donc, c'est relativement à une base qui a été choisie. Par exemple, si je parle de la hauteur issue de D, eh bien, ça va être par rapport à la base qui se trouve en face, ici, c'est-à-dire le triangle ABC. Dans ce cas-là, il faut que je trace la droite qui passe par D et qui est orthogonale au plan ABC, et donc, ce qu'on appelle la hauteur, eh bien, ce sera la distance qui est ici, entre le point D et son projeté orthogonal. Donc concrètement, pour vérifier que GF est la hauteur, comme c'est posé dans la question, eh bien ici, pour vérifier qu'une droite est bien, ou qu'un segment est bien la hauteur issue d'un point, eh bien tout simplement, il faut vérifier que la droite qui supporte ce segment eh bien, est orthogonale à la base qui est en face. Donc nous, la question, je vous rappelle, c'est de montrer que GF, alors comment c'était posé exactement? GF est la hauteur issue de G dans le tétraèdre ABIG. Donc ABIG, donc ça veut dire que GF, en fait, c'est la hauteur issue de G, donc ça veut dire que c'est relativement à la base ABI. Donc en fait, il faut regarder si GF est bien orthogonal au plan ABI. Alors on reprend la figure maintenant. Donc GF, c'est une arête du cube. Le plan ABI, on se rend compte qu'en fait le plan ABI, vous voyez, c'est le plan de la face de devant du cube. Et donc en fait, on a GF qui est une arête ici, qui va être naturellement orthogonale à la face de devant du cube. Donc en fait, ça veut dire que finalement, GF est orthogonal au plan ABI, et donc que ça va bien être GF, la hauteur issue de G, pour le tétraèdre ABIG. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair pour vous, mais en gros, vous avez une droite qui est orthogonale à la face de devant, puisque c'est une arête ici qui est sur le côté, et qu'on est face à un cube. Et donc, vous voyez, en fait, ABI, le triangle ABI, il est entièrement contenu dans la face de devant. Donc, si GF est orthogonal à la face de devant, en fait, il est orthogonal au plan dans lequel se trouvent les points A, B et I. Donc, le principal souci maintenant dans cette question, ça va être de donner une justification qui soit propre et qui veuille dire quelque chose. Alors, je vais commencer en disant que ABCDEFGH, finalement, est un cube. Donc, ça veut dire que l'arête GF est orthogonale au plan ABE ou ABF. J'ai besoin que de 3 points pour parler de la face de devant. Et du coup, maintenant, il me reste à dire qu'en fait, le plan ABE, c'est le plan ABI, puisque I est le milieu de EF. Donc on va le dire en disant que or I appartient à EF, parce qu'en fait on s'en moque que ce soit le milieu, c'est pas le fait que ce soit le milieu, c'est vraiment le fait qu'il soit aligné avec les points E et F qui fait que I va être aussi dans le plan ABE et que finalement le plan ABE on peut l'appeler ABI. Donc GF est orthogonal au plan ABI. Alors maintenant, ça suffit pas, il va falloir dire que le point F est bien dans le plan ABI. Ça c'est très important. Donc F, eh bien, il est sur la face de devant du cube, donc dans le plan ABE, donc il est aussi dans le plan ABI. Donc F va être le projeté orthogonal de G sur le plan ABI. Voilà, c'est dit G, or F appartient à ABI, donc F est le projeté orthogonal de G sur le plan ABI, et donc ça suffit à dire que GF est la hauteur relative à la base ABI. On conclut comme ça, donc GF est la hauteur relative à la base AIB, donc ABI et AIB c'est pareil, dans le tétraèdre ABIG. Voilà pour cette question 1A. On passe donc à la 1B, et donc dans la 1B, on nous dit en déduire le volume du tétraèdre ABIG. Alors, le volume d'un tétraèdre, eh bien, c'était rappelé dans l'énoncé, c'est 1/3 de l'aire de la base qu'on a choisi pour le tétraèdre. Alors nous, très clairement, la base, c'est AIB, on en a parlé plusieurs fois. Donc l'aire de AIB multiplié par
la hauteur, et donc c'est la hauteur relative à la base. On vient de prouver dans la question d'avant qu'en fait, c'était la distance GF, puisque GF, le segment GF était la hauteur relative à la base AIB. Donc en fait, il faut que j'arrive à calculer l'aire du triangle AIB et la longueur GF. Alors, la longueur GF, ça ne devrait pas être trop compliqué puisque GF, c'est une arête du cube. Et on a dit que le cube avait une arête, je vérifie tout de suite dans l'énoncé, que le cube a une arête de longueur 1. Donc finalement, ça veut dire que GF vaut 1. Donc finalement, ça donne 1 tiers fois l'aire de AIB fois 1. Donc finalement, c'est simplement 1 tiers fois l'aire de AIB. Bon, maintenant, il va falloir calculer l'aire de AIB. L'aire de AIB, AIB, si on regarde, donc c'est un triangle, sans surprise. Et donc, il va falloir trouver l'aire du triangle AIB. Et l'aire d'un triangle, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc cette fois-ci, on est dans un triangle. Quand on parle de base et de hauteur, ici, cette fois-ci, c'est dans un triangle. Dans un triangle. Ici, si je redessine le triangle AIB, dans le plan AIB, eh bien, j'obtiens un triangle qui est comme celui-là. Alors attention, il a l'air équilatéral, mais en réalité, il ne l'est pas forcément, et puis même, il va ne pas l'être. Et ici, on sait que AB, eh bien, a pour mesure 1. La question, c'est que vaut la hauteur du triangle, puisqu'on a dit base fois hauteur divisé par 2. Bon. Mais ça tombe bien parce que finalement, le point I, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, le point I, c'est le milieu du segment EF. Et ce qui se passe, c'est que vous voyez, ABFE, c'est une face du cube. Donc ABFE, normalement, c'est un carré. Alors, bien sûr, je vais essayer de faire un truc pas trop moche. Hop. Donc, ça veut dire qu'en fait, ici, il y a F et qu'ici, il y a E. Donc, finalement, la distance qu'il y a entre I et la base AB, eh bien, c'est la même distance que AE et FB. Donc, finalement, ici, la hauteur vaut également 1. Ce qui veut dire que l'aire du triangle AIB, eh bien, c'est la base donc qui vaut 1, fois la hauteur qui vaut 1 aussi, divisé par 2. Donc 1 fois 1 divisé par 2. Donc finalement ici, je vais mettre que c'est égal à 1 tiers fois 1 fois 1 divisé par 2. J'efface ma petite figure. Et donc, j'obtiens que c'est égal à 1 fois 1 fois 1, donc 1 sur 3 fois 2, 6. Le volume de la pyramide vaut donc, hop, 1/6. Voilà pour cette question B. On passe à la question 2, du coup, on admet que AI égale IG égale racine de 5 sur 2 et que AG est égal à racine de 3. Démontrer que l'aire du triangle isocèle AIG est égale à racine de 6 sur 4. Donc on nous demande de calculer l'aire du triangle AIG. Alors on nous a donné quelques petites informations. AI égale IG égale racine de 5 sur 2. Bon, ok. Où est ce triangle AIG? AIG, c'est celui qui a été tracé, vous voyez ici, à l'intérieur du cube. Donc il va nous falloir... Pour calculer l'aire, il va nous falloir une base et une hauteur. Donc, à nous de bien choisir tout ça. Alors, vous voyez, déjà, on nous parle du triangle AIG comme étant un triangle isocèle. Alors, effectivement, on nous a dit que AI était égal à IG était égal à racine de 5 sur 2. Donc, ça veut bien dire que c'est un triangle isocèle, puisque AI égale IG. Si on regarde un petit peu sur la figure où ça se trouve, donc AI égale IG, effectivement, donc ça va être un triangle isocèle. Bon, dans un triangle isocèle, qu'est-ce qu'on a de particulier? Dans un triangle isocèle, eh bien, on a notamment que la hauteur issue du sommet principal, c'est le sommet en lequel le triangle est isocèle, eh bien, la hauteur ici, il se trouve que c'est également ce qu'on appelle la médiane. Donc, ça veut dire que cette hauteur coupe ici le côté opposé en son milieu. Donc, ça veut dire que finalement, eh bien, si ici j'ai I et que là j'ai A et que là j'ai G, donc bien sûr, ce n'est pas aux dimensions, mon triangle, eh bien, ça veut dire qu'en fait, la hauteur
issu de I dans le triangle AIG, finalement, eh bien, c'est de I jusqu'à le milieu de AG. Or, le milieu de AG, ben, on a dit que AG, c'est une diagonale du cube et que O, du coup, c'est le centre du cube. Et donc, ça veut dire que O, c'est le milieu de AG. Donc, finalement, si je veux l'aire du triangle AIG, eh bien, il va falloir que je fasse ici la base que je vais choisir. Donc, j'ai intérêt à choisir AG. Donc, ça va être AG multiplié par la hauteur qui est IO. Et je vais diviser tout ça par 2. Alors, le petit problème qu'on va avoir, c'est que AG donné dans l'énoncé, vous voyez, ça vaut racine de 3. Donc, AG, je vais pouvoir dire que c'est racine de 3. Par contre, je vais peut-être avoir un petit peu de travail pour trouver IO, puisque IO, bah, a priori, il n'y a pas de raison pour que je le trouve facilement. Donc, pour trouver IO, eh bien, j'ai qu'à me servir. Donc, vous voyez, hein, là, je n'ai pas le droit de me servir ici des coordonnées, hein, puisque les coordonnées, c'était la méthode 1. Hein. Donc, ici, je vais faire ça proprement, dans l'esprit de l'exercice. Pour trouver IO, eh bien, je vais me servir du fait que IOG, par exemple, est un triangle rectangle. Et grâce au théorème de Pythagore, eh bien, je vais pouvoir ici déterminer la longueur qui me manque, IO, puisque je connais cette distance-là, puisque c'est la moitié de AG. AG, ça vaut racine de 3, donc ça va faire racine de 3 sur 2. Et je connais la distance IG qui vaut racine de 5 sur 2, comme on m'a dit dans l'énoncé. Donc, je vais calculer cette distance IO et je pourrai trouver l'aire de AIG. Donc, ce qui est toujours un petit peu compliqué dans ce genre de questions, c'est de savoir jusqu'où on doit aller pour justifier les choses. Parce que c'est toujours un petit peu, ça peut aller très très loin et les rédactions peuvent être très très longues. Donc, moi, ce que j'ai choisi de dire, c'est IO est la hauteur issue de I dans le triangle AIG, car AIG est isocèle en I et que O est le milieu de AG. Donc, je sous-entends que je n'ai pas besoin de rappeler que finalement, la hauteur issue d'un sommet dans un triangle isocèle, si on parle du sommet principal, eh bien, c'est également la médiane, donc elle passe par le milieu du côté opposé. Si on veut aller plus loin dans la rédaction, on aurait pu écrire ça en plus. Mais là, je vais avoir encore un petit peu de travail, puisque du coup, après, donc là, je dessine que la moitié de mon triangle isocèle. Donc ici, j'ai IG et ici, j'ai O. J'ai un triangle qui est rectangle. Donc maintenant, je vais passer au calcul de IO. Donc le triangle IOG est rectangle en haut, donc je peux dire que IO carré, eh bien c'est le carré de l'hypoténuse moins le carré de l'autre côté du triangle. Donc IO carré, c'est IG carré moins OG carré. IG au carré, c'est donné dans l'énoncé, c'est racine de 5, IG, c'est racine de 5 sur 2. Donc je vais mettre ça au carré et je vais retirer OG au carré. Et OG, je vous rappelle que c'est la moitié de AG. Et AG, c'est donné dans l'énoncé, ça vaut racine de 3. Donc finalement, OG au carré, c'est racine de 3 sur 2 au carré. Ce qui nous donne racine de 5 au carré, ça donne 5. Sur 2 au carré, ça donne 4. Moins racine de 3 au carré, ça donne 3. Sur 2 au carré, qui donne 4. Donc finalement, on n'a que IO au carré, ça vaut 5 quarts moins 3 quarts. Ce qui fait 2 quarts. 2 quarts, on peut également dire que c'est 1 demi. Voilà. Et c'est 1 demi, mais ce qu'on a, c'est pas IO, c'est IO au carré. Donc, ça veut dire que finalement, IO, qui est une longueur, c'est égal à la racine carrée de 1 demi. Vous voyez, quand on connaît le carré d'un nombre, normalement, le nombre, ça peut être il y a deux possibilités, soit il est positif, soit il est négatif. Donc soit c'est la racine carrée de 1,5, soit c'est moins la racine carrée de 1,5. Mais nous ici, on est dans un contexte où IO représente une longueur. Donc finalement, je prends simplement racine carrée de 1,5, qui, je le garde en tête, peut s'écrire racine de 1 sur racine de 2, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Voilà. J'ai calculé IO. Donc désormais, je vais pouvoir calculer l'aire du triangle AIG, puisque je connais la base, AG et la hauteur que j'ai choisie relative à la base, donc IO. J'efface pour pouvoir écrire ce calcul. Donc, aire du triangle, base, on a dit AG fois hauteur IO divisé par 2
AG, on a dit que ça valait racine de 3 fois IO. IO, on a dit que ça valait 1 sur racine de 2. Le tout divisé par 2. Ce qui donne racine de 3 sur 2, le tout divisé par 2. Voilà. Alors divisé par 2, ça revient à multiplier par 1 demi. Donc finalement, c'est égal à 1 demi de la racine carrée de 3 sur 2. Voilà. Alors après, on peut imaginer d'autres écritures possibles pour ce nombre-là. Ce n'est pas spécialement ce qu'on recherche forcément tout de suite, hein, donc je peux le laisser comme ça, le temps que je souhaite. Ah non, pardon, excusez-moi. Il ne faut pas que je laisse comme ça, parce que l'énoncé, il m'a dit démontrer que l'aire du triangle isocèle AIG, c'est racine de 6 sur 4. Donc il faut que j'arrive à transformer ça en racine de 6 sur 4. Alors, comment je peux m'arranger pour faire ça? En fait, je vais observer ici que 1 demi, donc l'aire de AIG, c'est égal à. Ici, j'ai observé que ça fait racine de 3 sur racine de 2. Donc ça fait 1 demi fois racine de 3 sur racine de 2. Et si je veux fabriquer 4 au dénominateur, il faudrait que racine de 2 ici, ça devienne 2. Et donc, ça nous donne, ça va nous donner, on va multiplier par racine de 2 ici, numérateur et dénominateur. Comme ça, ça va nous donner 2, ça fera 2 fois 2, 4. Donc ça fait 1 fois racine de 3 fois racine de 2. Donc racine de 3 fois racine de 2, ça fait racine de 3 fois 2, donc racine de 6, divisé par 2 fois racine de 2 fois racine de 2, qui fait 2, c'est bien 4. Donc finalement, on a démontré ce qui nous était demandé. On passe à la toute dernière question de ce sujet, en déduire la distance du point B au plan AIG. Donc vous voyez, on avait déjà trouvé la distance avec une autre méthode dans la partie 1, donc c'était ça le but de l'exercice, c'était de trouver par une autre méthode, c'est-à-dire sans utiliser de coordonnées. Donc pour trouver la distance du point B au plan AIG, eh bien en fait je vais utiliser le fait que j'ai déjà calculé le volume d'une pyramide et que j'ai calculé l'aire d'une des bases de cette pyramide. Alors, j'ai déjà démontré à la question 1b que le volume de la pyramide, enfin du tétraèdre ABIG, était égal à 1 sixième. Donc, si jamais j'essaie de le calculer d'une autre manière, donc ça, c'était en choisissant dans la question AA1b. Je vous rappelle qu'on avait choisi comme base de pyramide, on avait choisi la face, on avait choisi quoi? On avait choisi AIB. AIB. Et du coup, on avait ici G qui était quelque part. Alors, je ne fais pas, encore une fois, ça ne correspond pas à la figure de l'exercice, mais on n'en a pas besoin pour comprendre ce qui se passe. Et on avait dit que finalement, on pouvait calculer une hauteur issue de G et que c'était GF. Donc voilà, on avait pu calculer le volume de la pyramide comme ça. Mais en réalité, le volume de la pyramide, il peut être calculé en choisissant une autre base que AIB. Alors dans ce cas-là, ça veut dire qu'on va avoir une autre hauteur que GF. Donc, l'idée de l'exercice, c'est de dire, voilà, ce calcul de 1 sixième, ce volume de 1 sixième, vous l'avez trouvé en choisissant cette base-là et cette hauteur, mais en réalité, on aurait très bien pu choisir pour faire le calcul du volume, une autre base, par exemple AIG, et dans ce cas-là, on aurait tracé la hauteur issue de I qui nous amène sur la face AIG. Et dans ce cas-là, la distance de B à ce point-là, ce sera la distance qui est entre le point B et la face AIG, c'est-à-dire le plan AIG. Donc finalement, je peux dire que le volume de ABIG aurait pu être calculé autrement en disant que c'était un tiers de l'aire du triangle AIG fois, alors ce que je peux appeler H, c'est-à-dire la distance du point B au plan AIG. Ce volume, ça donne un tiers de l'aire du triangle AIG, on l'a calculé à la question juste avant, c'est racine de 6 sur 4 fois la fameuse hauteur H, qui n'est rien d'autre que, je répète encore une fois, la distance du point B au plan AIG. Donc, en fait, je répète une dernière fois, pour que tout soit bien compris,
Un volume de pyramide, ça se trouve en prenant une base et la hauteur qui est associée. Si vous changez de base, vous changez donc la hauteur associée, mais ça reste la même pyramide, donc le volume reste le même. Et donc c'est là-dessus, c'est qu'on calcule le volume de deux manières différentes. Une manière, on a pu le calculer. Une autre manière, on a juste une expression en fonction de la distance du point B au plan AIG. Et donc, on va confronter ces deux expressions. Donc ça veut dire que ça, 1 tiers fois racine de 6 sur 4 fois h, bien c'est égal à 1 sixième. Et je fais une petite séparation. Voilà. Et donc ça veut dire que, eh bien, h est égal à 1 sixième. Normalement, il faut diviser par tout ça. Donc diviser par tout ça, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc j'inverse tout. Ça va me donner 3 sur 1 fois 4 sur racine de 6. Bon, 3 sur 1 ici, c'est 3. Donc ça me donne quoi au final? Ça me donne que h est égal à 3 fois 4, 12, sur 6 racine de 6. 12, c'est 2 fois 6. Donc finalement, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que h, c'est égal à 2 sur racine de 6. Je ne sais pas si vous voyez encore. Si, c'est bon. 2 sur racine de 6. Et donc, on a trouvé que la distance du point B au plan AIG est égale à 2 sur racine de 6. Alors, 2 sur racine de 6, ce n'était pas ce qu'on avait trouvé dans la partie 1. Dans la partie 1, je vous rappelle, on avait trouvé que la distance, c'était la distance BL, équivalait racine de 2 sur 3. Alors, est-ce que c'est bien pareil que 2 sur racine de 6? Eh bien oui, puisque 2 sur racine de 6, eh bien 2, on peut l'écrire comme étant racine de 2 fois racine de 2. Et racine de 6, on peut l'écrire comme étant racine de 2 fois racine de 3. On simplifie ici, on retombe bien sur racine de 2 sur racine de 3, c'est-à-dire racine de 2 tiers. Donc on retombe bien sur le même résultat, c'est cohérent, donc on est plutôt content. Il nous reste juste à écrire une petite phrase réponse ici pour conclure notre exercice. Donc la distance de B au plan AIG, c'est 2 sur racine de 6, qu'on peut aussi écrire racine de 2 tiers. Ça y est, on a fini avec cet exercice. J'espère que vous avez tout bien compris. Exercice relativement complexe, pas si simple en tout cas. Vous avez un exercice de géométrie dans l'espace qui va être en lien encore, qui va ressembler un petit peu avec des calculs de volume. C'est celui, par exemple, vous pouvez refaire celui du 5 mai, donc de la veille, toujours de Polynésie, mai 2022. Je vous le mets en lien en haut de cette vidéo. À bientôt!